explication naturelle. D'après ce qui vient d'être dit, deux groupes se dessinent d'eux-mêmes dans la multitude des arts et des œuvres, les arts de société et les arts solitaires, étant bien entendu qu'il n'y a pas d'art solitaire à parler absolument. Toutefois, il est clair que le dessin, la sculpture, l'art du potier, l'art du meuble et même un certain genre d'architecture s'expliquent assez par le rapport de l'artisan à la chose, sans le concours direct de l'ordre humain présent. Pour la musique, il est naturel de penser qu'elle est autant et plus concert qu'improvisation solitaire. Qu'il n'y a pas d'art solitaire à proprement parler absolument. Une voix toute seule est d'abord trop flexible aux passions, tant que l'instrument ne la soutient pas ou bien l'accorde tous dans la commune incantation ou vocifération. Autant à dire que de la danse et du costume, qui sont d'abord de tous pour tous. La beauté s'est vue en son vis-à-vis avant de se voir au miroir. Et pour la poésie et l'éloquence, il est clair qu'elles vont naturellement de l'individu à l'assemblée présente, quoique la poésie puisse se développer ensuite dans la solitude. L'architecture publique fait liaison entre l'art collectif et l'art solitaire, mais le livre et la prose se séparent bien clairement des arts collectifs et définissent de toute façon la culture par l'isolement et dans le silence. Aussi cet art de la prose est le dernier venu. La structure humaine fournit de plus solides raisons pour une division analogue à celle-ci, car l'imagination, comme on l'a vu, cherche son objet, et l'objet le plus proche se trouve en nos actions. C'est ainsi que la voix fait entendre aussitôt les paroles, ou le chant que l'on voulait imaginer. Ainsi, la perception de notre propre voix nous oriente aussitôt, et sans relâche nous conduit. Car c'est la même chose d'attendre le son qui continue le son, ou bien d'être disposé dans son corps de façon à le continuer d'une manière ou d'une autre. Je suis donc spectateur aussi de ma musique. Un autre secours de l'imagination, aussi prompt et présent que la voix, est pour le toucher dans nos gestes et mouvements touchés. Il faut considérer que notre corps, en sa position, attitude et effort, nous est continuellement présent, tantôt lié et tantôt délié, tantôt pénible et lourd, tantôt aisé et allègre, et même sans aucun mouvement visible pour d'autres. Ainsi, la mimique suit aussitôt l'imagination, ou pour mieux dire, l'accompagne de façon qu'imaginer, qu'on fait et faire ou commencer sont strictement la même chose. De cette liaison naturelle résulte la mimique, la danse et aussi les artifices du costume, autant qu'ils sont goûtés directement d'après la sécurité, la délivrance et l'audace, si fortement senties alors dans tout le corps. Le secours pour les yeux et d'autres natures est toujours objet. Il y a un geste qui dessine la forme pour les yeux et qui est bien différent de la mimique. Et ce geste, autant qu'il laisse des traces, définit tous les arts plastiques, comme dessin, sculpture, architecture, toujours selon la matière, comme il a été dit. Mais le même rapport se remarque encore ici entre l'inspiration et l'action, car imaginer et dessiner, imaginer et bâtir ne sont toujours point de choses ni de moments. Et la conception d'un modèle préexistant à la manière d'un fantôme est traduite par l'exécution, est elle-même imaginaire. Bref, il y a de l'imaginaire dans l'imagination, dont les philosophes ne se défieront jamais assez. Par ces remarques, les arts se trouvent distribués en trois groupes, dont le plus naturel et le plus proche du simple instinct est sans doute la mimique et ses variétés toujours imitatives et collectives en ses premiers essais. Toute attitude est d'abord de politesse et commune, toute expression aussi. Les arts vocaux ou d'incantation n'en sont qu'un cas particulier. Toutefois, il semble que l'attitude soit réglée un peu avant la voix. Enfin, les arts plastiques seraient définis par ce secours que le geste apporte à la vue, surtout lorsqu'il se fixe en une œuvre durable, parmi lesquelles l'architecture est naturellement collective, au moins familiale. La sculpture et la peinture ne s'en détachent jamais tout à fait. Le dessin est certainement plus abstrait et plus solitaire, et l'écriture, qui est le dessin le plus abstrait, définirait, avec le secours de la typographie, le dernier venu, le plus solitaire des arts. À quoi ne s'oppose point la distinction connue entre les arts en mouvement et les arts en repos, les premiers n'existant que dans le temps et par l'action du corps vivant, les autres laissant des traces durables, ou monuments, dans le sens le plus étendu. Mais nous trouverons ici une raison de considérer la poésie, l'éloquence et la musique comme intermédiaires, puisqu'ils se fixent en monuments aussi, quoique ces monuments ne les fassent pas être à proprement parler. Car il reste pourtant moins de la mimique que de la musique, quand le créateur n'est plus.
Notons que toutes ces classifications s'accordent et déterminent jusqu'au détail l'ordre d'exposition qui convient. Tableau des beaux-arts. Énumérons maintenant les arts, grands et petits. Les premiers sont naturellement ceux qui disposent le corps humain selon l'aisance et la puissance, et d'abord pour lui-même. Ce qui caractérise ces arts, c'est que le spectateur n'en peut juger sinon par une imitation qui le dispose de même, ou bien d'après une tradition qu'il a lui-même éprouvée. Telle est la danse et toutes ses variétés qui sont la politesse, l'acrobatie, l'escrime, l'équitation, et en général tous les arts qui délivrent de la timidité, de la peur, du vertige et de la honte. Ces arts peuvent être appelés arts du geste, ou encore arts mimiques, parce que l'imitation en est le moyen principal, et aussi parce que leur effet, qui dominera ensuite sur tous les arts sans exception, est de déterminer toute l'expression des émotions contre l'effet de la surprise, des passions, toujours ambiguës. À ces arts, et principalement à la politesse, se rattache l'art du costume, et les arts subordonnés du tailleur d'habits, du bijoutier et du coiffeur. Et il est à propos, afin d'éclairer tous ces arts ensemble, de faire remarquer qu'ils ne sont qu'accessoirement pour le plaisir du spectateur, mais qu'ils ont essentiellement pour fin le plaisir de l'acteur même, lequel, par l'accord du mécanisme instinctif et de la volonté, sans contrainte de l'un sur l'autre, se trouve être le modèle achevé de tous les sentiments esthétiques. À ces arts, nous pouvons rattacher aussi l'art des armements et l'art héraldique, qui comprend tous les emblèmes, et maintient jusque dans les évolutions les plus animées la hiérarchie et la politesse. Les arts d'incantation ou arts vocaux viennent ensuite, qui ont pour fin de régler et composer le cri naturel. Les principaux sont la poésie, l'éloquence et la musique, quoique ces arts supposent toujours un art de la danse, c'est-à-dire une aisance et un plaisir propre aux récitants ou aux chanteurs, leur caractère propre et qu'ils plaisent déjà comme objet, et que leurs œuvres peuvent être fixées et reproduites, mais sous cette restriction qu'elles n'existent que dans le temps et par une action ininterrompue. Comme la danse et tout le cérémonial dépendent des ornements et insignes, ainsi la musique dépend des instruments, et c'est par quoi le progrès de ces arts s'appuie sur l'ordre extérieur. L'architecture règle encore mieux tous ces arts, en dessinant d'avance le cortège, les chants et la déclamation. Et dans l'art architectural, il faut placer l'art du jardinier, qui est en même temps une peinture naïve, et qui prépare des promenades, des retours, des conversations, ou bien des fêtes et commémorations. En fait, tout le cortège des sentiments appris. L'art théâtral rassemble dans l'édifice tous ces arts en mouvement, mais les domine bientôt tous par sa force propre, ou comique, ou tragique, ce qui revient à séparer l'acteur du spectateur et à créer une esthétique des formes ou beauté des apparences. Tel est le passage des arts dansants aux arts plastiques. Pour les arts plastiques eux-mêmes, il faut dire que la sculpture et la peinture sont naturellement attachées à l'édifice, et même ne s'en séparent point, sans péril. De cette liberté des formes immobiles, le dessin témoigne par une audace presque sans matière et par le mouvement retrouvé. C'est le moment aussi où la pensée reprend tous les arts antérieurs sous ces signes abstraits, ce qui annonce l'art de la prose. Tel est l'immense domaine qu'il faut maintenant parcourir. Livre deuxième de la danse et de la parure. Des danses guerrières. On n'a pas assez dit que les parades militaires agissent par la beauté d'abord sur ceux mêmes qui manœuvrent et défilent. Il est clair que les mouvements bien réglés des masses, avec l'uniformité du costume, sont un des spectacles les plus émouvants. C'est la force humaine même, disciplinée et raisonnable, qui se montre dans ses évolutions. L'art du cavalier est compris dans ses danses, mais veut peut-être un développement propre. Toujours est-il que la vue de cet objet puissant et sage est propre à représenter la société humaine, comme un objet sans passion ni désordre. Et il est vrai que la guerre n'est laide et brutale qu'en ceux qui la conduisent de loin. Elle ne tient et ne dure que par cette préparation esthétique. Et c'est par là qu'elle est admirée. Encore plus quand les forces extérieures travaillent à rompre la liaison et l'ordre. Mais déjà, dans le spectacle militaire même loin de l'ennemi, les forces vaincues sont assez puissantes, assez présentes, assez viriles dans l'aspect et le costume, pour que l'idée de la raison souveraine y apparaisse mieux qu'ailleurs. Toutefois, comme en toute œuvre, l'esprit est dedans et l'artiste est le vrai spectateur. L'expérience des actions violentes fait voir assez et trop qu'il y a quelque chose d'égaré et d'informe dans la puissance humaine déchaînée. L'objet ici humain échappe, ce qui fait que l'imagination du spectateur retombe à une fureur pareille. Le plus ancien des arts eut pour fin de reprendre et d'ordonner la fureur
et d'abord dans la foule le désordre efface si vite toute pensée. La force guerrière en marche montre au contraire un objet bien circonscrit et des mouvements vraiment successifs parce qu'ils sont prévisibles. La matière la moins disciplinable montre la volonté réfléchie seulement. L'homme pense alors son action. Et comme peut-être toutes nos idées et toutes nos affections sont prises de ce vivant tableau, cela aide à comprendre ce redoutable culte et ces sacrifices humains. Il faut penser que cet accord où la nature improvise selon l'ordre est esthétique essentiellement et modèle de beauté comme est la musique, par cet ordre en mouvement, toujours menacé, toujours retrouvé. Cet art est aujourd'hui le seul art populaire peut-être. Chacun compose ici les autres et soi-même. Cet étrange rapport domine tous les mouvements de manœuvre et de guerre. On a assez remarqué que le guerrier revient plus beau, de là des jugements décidés dont l'injustice profite trop. Il faut rappeler ici le mot puissant de Vauvenargues. Le vice fomente la guerre, la vertu combat. La prose aussi de Vigny revient de la guerre, on trouve se ramasser, et ce vif du mouvement humain réglé et contenu, et aussi l'expression de la pudeur virile qui règle ces choses. Il y a une honte de celui qui se trompe et fait manquer une belle manœuvre, qui est du même ordre que la honte de celui qui fuit. Et dans le fond, ce qui est honteux dans la fuite, c'est le désordre du tout et désordre de chacun. De même, un ordre porte l'autre, ce qui fait dire que c'est honteux d'avoir peur, c'est que c'est laid, disons plutôt que c'est informe, ou que c'est on ne sait quoi. Une déroute n'est rien, mais une marche, une manœuvre, une attaque sont quelque chose. Et l'homme est heureux d'être quelque chose et parti de quelque chose. Et en action, non en repos au spectacle. Aussi, il est plaisant de remarquer comme cette parure si belle, si naturelle, embellit les choses laides et viles, de bas calculs, de lâches ambitions, dès que les discours mêlent tout. C'est pourquoi il faut regarder aux racines et déchausser l'homme avec précaution, car personne ne pense assez que les racines ressemblent à l'arbre. Ainsi la vertu est comme l'image cachée de l'homme. À ce paquet de muscles, tout se termine. Peut-être faut-il remonter jusqu'à la timidité même pour trouver l'origine du vrai courage, car ce n'est pas peu de choses que de montrer le corps humain et le visage humain à des yeux humains. C'est parler haut dans une crypte, trop de puissance de soi sur les autres et des autres sur soi, trop de ricochets. Heureux celui qui développe son action comme une belle guirlande. Ce bonheur est dans toute danse et la danse n'est au fond qu'une politesse. Comme les quadrilles le montrent bien, mais la manœuvre militaire enferme la plus haute politesse par la force des passions et par l'ordre et la difficulté des actions. Ce contraste est saisissant dans les danses guerrières, les plus libres, à condition que l'ordre s'y retrouve, car l'ordre sans désordre est sans matière. Et qui ne dompte que des idées ne dompte rien. De là vient qu'en toute chose le beau achève le vrai. Après cela, on ne s'étonnera pas que le beau soit comme le roi de la morale. Aussi les Grecs n'avaient-ils pas d'autre mot plus fort que la convenance pour désigner ce qui est honorable et même sublime, ce que la danse des poignards exprime assez. Mais nous venons au jeu de la force où la foule est immobile et regarde, et cela appartient à d'autres chapitres.